Travaillant comme agent immobilier de luxe, la femme était restée paralysée en réalisant que le millionnaire intéressé par le manoir était son défunt mari. Elle s'est approchée et Amélie Dubois ajusta le col de sa veste en tweed devant le miroir de sa chambre. Le reflet devant elle lui renvoyait l'image d'une femme forte et accomplie, mais ce n'était qu'une façade soigneusement construite. Ses traits légèrement tirés trahissaient une fatigue accumulée au fil des années. Elle passa une main dans ses cheveux impeccablement coiffés, reprit son souffle et se força à sourire. « Un jour de plus », murmura-t-elle pour elle-même, comme un mantra quotidien. Depuis 7 ans, Amélie avait appris à avancer. Après la mort tragique de son mari, Philippe, elle avait tout reconstruit à partir de zéro. L'accident, survenu une nuit pluvieuse sur une route sinueuse, avait laissé un vide immense dans sa vie. Pendant des mois, elle avait été paralysée par la douleur et le désespoir, mais la nécessité de survivre l'avait poussée à se relever. Elle avait plongé tête baissée dans sa carrière, transformant son chagrin en une ambition féroce. Aujourd'hui, elle était l'une des courtières les plus respectées de la Riviera française, spécialisée dans les propriétés de luxe. Cependant, malgré tout ce qu'elle avait accompli, le poids de cette perte la suivait comme une ombre. Chaque succès professionnel, chaque récompense obtenue, lui rappelait qu'elle n'avait personne avec qui les partager. Ce matin-là, comme à son habitude, elle arriva tôt à son bureau. Un espace lumineux situé dans le centre animé de Nice, elle feuilletait rapidement les dossiers lorsqu'une voix familière interrompit sa concentration. « Bonjour Amélie, prête pour ta journée marathon », lança Julie, son assistante, en entrant avec une pile de documents. « Toujours prête, Julie ? Et toi, prête à rattraper mes oublis ?» répondit-elle avec un sourire en coin. Julie éclata de rire. « C'est toi qui dis ça. Tu es la personne la plus organisée que je connaisse. D'ailleurs, ton rendez-vous de ce matin est confirmé. L'acheteur est apparemment un gros poisson. » Amélie haussa un sourcil. Intriguée, « Quel genre de poisson ?» Julie haussa les épaules. « Du genre qui ne regarde pas les prix, j'imagine. Il s'appelle Gabriel Beaumont, un investisseur étranger, très discret. » Amélie hocha la tête, remerciant Julie avant de se concentrer sur le dossier. La propriété en question était une villa exceptionnelle perchée sur une falaise surplombant la Méditerranée, avec ses immenses baies vitrées, sa piscine à débordement et son design moderne. C'était une maison qui attirait uniquement les ultra-riches. Amélie vérifia les derniers détails avant de prendre la route. Le trajet jusqu'à la villa, bordé de palmiers et baigné par l'air salin de la mer, avait toujours un effet apaisant sur elle. Pourtant, ce matin-là, un étrange pressentiment la tiraillait. Peut-être était-ce simplement le stress lié à l'importance de cette visite. Elle arriva devant les imposantes grilles en fer forgé et composa le code. La villa, baignée par la lumière dorée du matin, était à couper le souffle. Amélie fit une rapide inspection des lieux, s'assurant que tout était parfait. Chaque détail comptait lorsqu'il s'agissait de vendre une maison de cette envergure. Alors qu'elle ajustait un coussin sur un canapé, elle entendit le bruit d'une voiture se garer dans l'allée. Elle sortit sur le perron pour accueillir son client, un sourire professionnel figé sur son visage. Mais dès que l'homme sortit de la voiture, son sourire s'effaça. Elle sentit son cœur rater un battement. L'homme qui se tenait devant elle était la copie conforme de Philippe, même silhouette élancée, même regard pénétrant, même air de confiance. Mais c'était impossible. Philippe était mort. Elle avait vu son cercueil. Pleurer à son enterrement, pourtant, elle ne pouvait nier l'évidence. « Bonjour, je suis Gabriel Beaumont. Merci de me recevoir aujourd'hui, » dit-il en lui tendant une main ferme. Sa voix résonna comme une vague déferlante. Elle était légèrement différente, mais terriblement familière. Amélie, submergée par un mélange de choc et de confusion, serra machinalement sa main. « Enchantée, monsieur Beaumont. Je suis Amélie Dubois. Bienvenue. » Pendant les minutes qui suivirent, Amélie se força à garder son calme. Elle guida Gabriel à travers les vastes pièces de la villa, énumérant ses caractéristiques impressionnantes, la cuisine équipée, les chambres avec vue sur mer, la terrasse ensoleillée, mais à l'intérieur, son esprit était en ébullition. Elle ne pouvait s'empêcher de scruter chaque détail, la manière dont il penchait légèrement la tête en écoutant, le léger sourire au coin de ses lèvres lorsqu'elle parlait. Ses gestes étaient trop similaires à ceux de Philippe, pour être une simple coïncidence. De son côté, Gabriel semblait parfaitement à l'aise,
bien qu'il jetât de temps à autre des regards interrogateurs dans sa direction. Lorsque la visite s'acheva, Gabriel se tourna vers elle avec un sourire énigmatique. « Merci pour votre temps. Cette maison est magnifique. Je vais y réfléchir, et vous contacterai sous peu. » Amélie hocha la tête, incapable de répondre. Elle le regarda s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans la lumière aveuglante du soleil méditerranéen. Elle resta là, immobile, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Une fois seule, elle s'adossa contre le mur et inspira profondément. Elle savait que ce n'était pas une hallucination. Cet homme était Philippe. Il devait l'être. Ce jour-là, Amélie comprit que son passé, qu'elle croyait enterré, venait de refaire surface. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit prête à affronter la vérité, peu importe ce qu'elle découvrirait. Les jours suivants, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre bouleversante. Chaque détail de Gabriel Beaumont restait gravé dans son esprit. Ses gestes, son sourire, cette façon presque instinctive de poser les mains dans ses poches. Comme Philippe le faisait si souvent, elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence, mais l'évidence refusait de se taire. Au bureau, Julie remarqua rapidement son comportement inhabituel. « Tout va bien, Amélie. Tu as l'air ailleurs. » Amélie esquissa un sourire rapide. Juste beaucoup de choses en tête. « Julie, rien de grave. » Mais la vérité était bien différente. Derrière ce masque professionnel, Amélie luttait contre une tempête d'émotions et de doutes. Elle prit finalement une décision. Si cet homme était vraiment Philippe, elle devait le découvrir. Et s'il ne l'était pas, elle pourrait enfin mettre fin à cette étrange obsession. Elle commença par rechercher des informations sur Gabriel Beaumont, Internet, les archives professionnelles, même ses propres contacts dans le milieu immobilier. Rien ne semblait lui échapper. Malheureusement, les résultats étaient frustrants. Gabriel Beaumont semblait être un fantôme, à part quelques articles mentionnant son succès dans des investissements internationaux. Il n'y avait aucune trace de sa vie personnelle ou de son passé. C'était comme si cet homme avait tout construit à partir de rien, surgissant de nulle part avec une fortune colossale. Un soir, alors qu'elle feuilletait un dossier au salon, une idée lui traversa l'esprit. Philippe avait toujours eu une cicatrice discrète sur le poignet droit. Souvenir d'un accident de vélo pendant leur jeunesse, si elle parvenait à voir ce détail chez Gabriel, cela pourrait confirmer ou infirmer ses soupçons. Avec cette idée en tête, elle saisit l'opportunité parfaite lorsqu'il la recontacta pour une seconde visite de la villa. La voix de Gabriel, calme et posée, provoqua un frisson dans sa colonne vertébrale lorsqu'il lui parla au téléphone. « Je pense que cette propriété pourrait vraiment me convenir. Auriez-vous du temps cette semaine pour approfondir certains détails ?»« Bien sûr, monsieur Beaumont, je suis disponible demain après-midi, » répondit-elle, tâchant de garder un ton neutre. Le lendemain, Amélie arriva à la villa plus tôt que prévu, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que cette rencontre pourrait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé. Lorsque Gabriel arriva, il la salua avec son sourire confiant. Et Amélie remarqua immédiatement que sa chemise légèrement retroussée dévoilait ses poignets. Elle s'efforça de rester concentrée. Pendant la visite, elle trouva un prétexte pour lui faire visiter les terrasses extérieures, espérant que la lumière du jour révélerait ce qu'elle cherchait. Alors qu'il admirait la vue panoramique, elle aperçut enfin son poignet droit, aucun signe de cicatrice. Son souffle s'étrangla brièvement. Était-ce un soulagement ou une déception? « Tout va bien, Madame Dubois ?» demanda Gabriel, pivotant légèrement pour la regarder. « Oui, tout va bien, » répondit-elle rapidement. Mais quelque chose dans son regard la troubla. Était-ce de la méfiance? Il semblait la scruter, comme s'il essayait de deviner ses pensées. Après la visite, Gabriel lui tendit la main pour la remercier. « Merci pour votre temps. Cette villa est réellement exceptionnelle. Je vais prendre quelques jours pour réfléchir et vous tiendrai informé. » Amélie acquiesça, et cette fois, lorsqu'elle croisa son regard, elle sentit une étrange certitude. Ce n'était peut-être pas Philippe, mais cet homme avait un lien avec son passé. Elle en était persuadée. De retour chez elle, Amélie décida de confier ses inquiétudes à une personne de confiance, Jacques Lefebvre. Jacques, un avocat et ami proche, avait toujours été là pour elle dans les moments difficiles. Le lendemain, elle le rejoignit dans son bureau pour lui expliquer la situation. « Tu crois vraiment que cet homme pourrait être Philippe, Amélie? Il est mort, tu étais là, tu as vu le cercueil. Je sais. Jacques, je sais que ça paraît insensé, mais il y a quelque chose chez lui. Je ne peux pas l'ignorer. » Jacques resta silencieux un instant.
puis poussa un soupir. « Très bien. Si cela peut t'apporter des réponses, je vais t'aider. Nous allons enquêter sur lui. Mais promets-moi de ne pas te laisser emporter par des illusions. » « D'accord. » Amélie hocha la tête, reconnaissante. Les jours suivants, Jacques utilisa ses ressources pour creuser davantage sur Gabriel Beaumont. Ce qu'il découvrit ne fit que renforcer les doutes d'Amélie. Gabriel avait acheté une série de propriétés dans le sud de la France peu après la mort de Philippe. De plus, il avait récemment changé son identité fiscale. Un détail que seuls des experts auraient remarqué. Amélie sentait son cœur s'alourdir à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient. Si Gabriel était vraiment Philippe, cela signifiait qu'il avait simulé sa mort et qu'il avait choisi de l'abandonner délibérément. Alors qu'elle contemplait cette possibilité terrifiante, une pensée l'envahit. Si elle poursuivait cette enquête, elle devait être prête à affronter une vérité qui pourrait tout changer. Amélie passait de plus en plus de nuits blanches, hantée par les fragments de souvenirs et les questions sans réponse. Ses pensées tournaient en boucle, et elle se surprenait souvent à fixer le vide, revivant des moments avec Philippe, comme si c'était hier. L'image de Gabriel Beaumont s'incrustait dans son esprit, s'entremêlant avec celle de son défunt mari. Les similitudes étaient trop nombreuses pour être ignorées. Mais les différences, bien que subtiles, semèrent le doute. Un soir, incapable de dormir, elle sortit une boîte en bois qu'elle gardait précieusement sur l'étagère de son bureau. À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres et de petits souvenirs de sa vie avec Philippe. Elle feuilleta les clichés. Un par un, les doigts tremblants, chaque image racontait une histoire, leur voyage en Toscane, leur rire dans un café parisien, ou encore le jour où ils avaient emménagé dans leur premier appartement. Elle tomba sur une photo prise lors de leur 2e anniversaire de mariage. Philippe tenait un verre de vin à la main, et son sourire semblait figer un moment de pur bonheur. Amélie sentit les larmes monter. Ce sourire, elle l'avait revu récemment, pas dans ses souvenirs, mais dans la réalité. « C'est lui », murmura-t-elle dans la pénombre de son salon. « Ça ne peut être que lui. » Le lendemain, Jacques lui apporta de nouvelles informations. Il posa un dossier épais sur son bureau et croisa les bras en la regardant. « Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé, Amélie. » Elle fronça les sourcils et ouvrit le dossier. À l'intérieur, des documents bancaires, des transactions immobilières et même des photos de Gabriel dans différents événements mondains. Mais ce n'était pas cela qui la fit blêmir. C'était une note, écrite à la main, associée à un transfert de fonds. Projet Riviera, R.L. R.L. René Lemoine, murmura-t-elle. Renée avait été une ancienne collègue de Philippe, une femme séduisante, ambitieuse, qui semblait toujours obtenir ce qu'elle voulait. Amélie n'avait jamais aimé la proximité qu'elle entretenait avec Philippe, mais il avait toujours écarté ses doutes. « Tu crois qu'il pourrait… » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Jacques posa une main réconfortante sur son épaule. « Il y a de fortes chances que René soit impliqué, mais nous devons être certains avant d'aller plus loin. » Déterminée à creuser davantage, Amélie se rendit à un cocktail organisé par un promoteur immobilier influent, où elle savait que René serait présente. Habillée d'une robe noire élégante et d'un sourire calculé, elle s'approcha de la foule avec assurance. Le bruit des conversations et des rires remplissait l'air. Mais Amélie avait un objectif clair en tête. Elle repéra rapidement René, entouré d'un petit groupe d'hommes en costume, toujours aussi charismatiques. Elle captivait son auditoire avec des anecdotes charmantes. Amélie attendit le moment opportun, puis s'approcha avec un sourire poli. « René, cela fait longtemps. »« Comment vas-tu » René sembla surprise, mais son expression se transforma rapidement en un sourire courtois. « Amélie, quelle surprise de te voir ici. Cela fait des années. » Les deux femmes échangèrent quelques banalités, avant qu'Amélie ne lance une question apparemment innocente. « Dis-moi, je me demandais si tu avais des nouvelles des anciens collègues de Philippe. Je suis tombée sur des vieilles photos récemment, et je me demandais ce que tout le monde était devenu. » René haussa légèrement les épaules, mais un éclat dans son regard trahit son inconfort. « Oh, tu sais, la vie continue. Je suis désolée pour ta perte. Vraiment. » Philippe était un homme exceptionnel. Amélie nota le changement dans le ton de René. Elle tentait de détourner la conversation, mais Amélie persista. « C'est étrange. Je suis tombée sur quelqu'un qui lui ressemble énormément récemment. Ça m'a beaucoup troublée. » René pâlit légèrement, et son sourire vacilla. « Vraiment. Eh bien, ce n'est pas si surprenant. On dit souvent qu'on a tous un sosie quelque part. » « Non. » Amélie ne répondit pas.
se contentant de fixer René avec intensité. Finalement, René prétexta devoir rejoindre quelqu'un d'autre et s'éloigna rapidement. Amélie sentit son cœur battre à toute vitesse. L'attitude de René confirmait ses soupçons. Elle savait quelque chose. De retour chez elle, Amélie décida d'intensifier son enquête. Jacques lui proposa d'engager un détective privé pour surveiller Gabrielle et René. Bien qu'hésitante, elle accepta finalement, consciente que les réponses ne viendraient pas d'elle-même. Quelques jours plus tard, Jacques l'appela avec une nouvelle surprenante. « Amélie, écoute bien. Le détective a suivi Gabrielle dans un restaurant discret à Monaco et devine qui l'a rejoint. René. » Amélie sentit une boule se former dans son estomac. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et une vérité effrayante se dessinait. Le lendemain de la révélation de Jacques, Amélie se tenait dans son salon, les bras croisés et le regard fixé sur la fenêtre. La lumière du matin baignait la pièce d'une douce lueur, mais son esprit était plongé dans l'ombre. Les preuves s'accumulaient, mais avec elles venait une question terrifiante. Pourquoi Philippe, s'il était encore en vie, aurait-il orchestré une telle trahison? Elle tourna son attention vers Jacques, assis sur le canapé face à elle, un dossier ouvert sur ses genoux. Alors, Gabrielle et René se voient en secret, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Jacques hocha la tête. Oui, le détective les a vus entrer dans un restaurant privé à Monaco. Ils ont discuté pendant plus de 2 heures. Nous avons aussi une confirmation. René a récemment transféré une somme importante sur un compte offshore, et ce compte est lié à une société que Gabrielle possède. Amélie sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle. René, cette femme qu'elle avait toujours perçue comme une menace, était maintenant au centre d'un complot qui semblait impliquer Philippe. Tout cela n'a aucun sens, Jacques. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi me laisser croire qu'il était mort? Jacques posa une main rassurante sur son épaule. C'est ce que nous allons découvrir. Mais je dois te prévenir, Amélie. Si tu continues dans cette voie, tu pourrais apprendre des choses que tu aurais préféré ignorer. Amélie inspira profondément. Peu importe, je veux savoir. Le soir même, Amélie reçut un appel du détective privé. Sa voix, posée mais déterminée, trahissait une certaine urgence. Madame Dubois, je crois que nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Gabrielle Beaumont a loué une villa isolée sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence. René y a été vu plusieurs fois. Et il semblerait qu'ils y conservent des documents importants. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Pensez-vous qu'il serait possible d'y accéder discrètement? Le détective hésita un instant. Ce serait risqué, mais pas impossible. Je pourrais m'en charger si vous le souhaitez. Amélie réfléchit un instant, puis prit une décision. Faites-le. Je veux savoir ce qu'il cache. 2 jours plus tard, le détective revint avec des résultats. Il tendit à Amélie une série de photos et une clé USB contenant des documents qu'il avait récupérés. Amélie et Jacques examinèrent tout ensemble, et ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Parmi les documents se trouvait un contrat signé par Gabrielle et René pour l'achat d'une propriété de luxe à Dubaï, daté de 6 mois après la mort de Philippe. Mais ce n'était pas tout. Ils trouvèrent également des courriels échangés entre eux, où Gabrielle parlait de commencer une nouvelle vie et de s'assurer qu'Amélie ne découvre jamais la vérité. Amélie sentit ses mains trembler en lisant ces mots. Chaque lettre, chaque phrase, semblait planter un couteau dans son cœur. Philippe, ou plutôt Gabrielle, avait planifié tout cela depuis le début. Non seulement il l'avait abandonnée, mais il l'avait fait de manière froide et calculée. Jacques brisa le silence. Ce type est un escroc, Amélie. Tout ce qu'il possède est basé sur des mensonges. Il a utilisé René pour l'aider à blanchir de l'argent et à échapper à ses créanciers. Amélie serra les dents, sa colère remplaçant peu à peu la douleur. Il ne s'en sortira pas comme ça. Le lendemain, elle retourna à son bureau. Déterminée à agir, elle passa des heures à organiser les preuves, cherchant le moyen le plus efficace de les utiliser contre Gabrielle. Pendant ce temps, Jacques contacta ses propres relations pour s'assurer qu'ils auraient le soutien nécessaire lorsqu'ils décideraient de confronter Gabrielle publiquement. Mais Amélie savait qu'elle devait jouer intelligemment. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer ses cartes trop tôt. Elle décida donc de continuer à jouer son rôle de courtière professionnelle, agissant comme si elle n'avait rien découvert. Quelques jours plus tard, Gabrielle l'appela pour organiser une nouvelle visite de la villa. Amélie accepta, bien que chaque fibre de son être protestait contre l'idée de le voir à nouveau. Elle savait cependant que ce serait l'occasion parfaite d'en apprendre encore plus.
Lorsqu'il arriva, Gabriel sembla plus détendu que jamais, comme s'il maîtrisait parfaitement la situation. Amélie, quant à elle, joua le jeu, affichant un sourire professionnel tout en dissimulant la tempête qui faisait rage en elle. « Cette villa est vraiment impressionnante », déclara-t-il en parcourant les lieux. « Mais je réfléchis encore, vous savez, c'est une décision importante. » Amélie acquiesça, notant mentalement chaque mot, chaque geste. Elle savait qu'il mentait, mais elle devait attendre le moment opportun pour frapper. En le raccompagnant à sa voiture, elle lui lança un regard qui, pour la première fois, était exempt de toute émotion. Elle n'était plus la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui, elle était prête à le démasquer. Peu importe ce que cela lui coûterait, assise à son bureau, les coudes appuyés sur le bois verni, Amélie relisait pour la énième fois les courriels découverts dans la villa louée par Gabriel. Les mots, bien qu'écrits de manière froide et détachée, brûlaient en elle comme un feu incontrôlable. Chaque ligne était une preuve accablante de la trahison qu'elle avait subie. Un rappel cruel que l'homme qu'elle avait aimé n'était plus qu'un étranger. Jacques entra dans la pièce, portant un café fumant dans une main et un carnet de notes dans l'autre. Il posa la tasse devant Amélie et s'assit en face d'elle. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Amélie. Ces documents sont une bombe. Mais nous devons être stratégiques. » Amélie leva les yeux vers lui, ses traits marqués par la fatigue. « Et quelle stratégie proposes-tu, Jacques? Attendre qu'il disparaisse à nouveau? Non, je veux agir maintenant. » Jacques soupira. « Je comprends ta colère. Mais si nous précipitons les choses, il pourrait trouver un moyen de s'en sortir. Nous avons besoin de preuves supplémentaires. Quelque chose d'irréfutable. » Amélie hocha la tête à contre-cœur. Elle savait qu'il avait raison. Mais l'idée de rester passive, même temporairement, lui semblait insupportable. Pour se sentir utile, elle décida de s'investir encore plus dans l'enquête. Le lendemain, Jacques organisa une réunion avec le détective privé pour discuter des prochaines étapes, dans une salle discrète d'un café en bord de mer. Ils élaborèrent un plan pour surveiller les mouvements de Gabriel et René. Le détective suggéra de se concentrer sur leurs transactions financières, qui pourraient révéler d'autres activités illicites. Ces deux-là ne sont pas seulement des menteurs. Ils sont probablement impliqués dans des affaires criminelles bien plus graves, déclara le détective en sirotant son café. Avec un peu de chance, nous pourrons découvrir quelque chose qui les relie à des délits suffisamment graves pour les traduire en justice. Amélie écoutait attentivement, chaque mot renforçant sa détermination. Elle était prête à tout pour faire tomber Gabriel et René. Quelques jours plus tard, Jacques appela Amélie avec une nouvelle piste. Gabriel possède une autre propriété, cette fois à Antibes. Elle est enregistrée sous un faux nom. Mais les registres montrent qu'elle est utilisée pour des réunions privées. Je pense que c'est là que se passe une grande partie de leurs opérations. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Est-ce que nous pouvons y accéder? Pas encore. Mais le détective travaille sur un moyen en attendant. Continue de jouer ton rôle. Si Gabriel croit que tu es toujours intéressé à vendre la villa, il baissera peut-être sa garde. Amélie détestait cette idée, mais elle savait que c'était la meilleure façon de rester proche de Gabriel tout en le surveillant lorsqu'il la contacta à nouveau pour une visite supplémentaire. Elle accepta avec un professionnalisme glacial. Cette fois, elle était prête, munie d'un petit enregistreur dissimulé dans son sac à main. Elle espérait capter des informations utiles. Pendant la visite, elle remarqua que Gabriel semblait plus tendu que d'habitude. Ses regards furtifs et ses réponses évasives trahissaient une certaine nervosité. « Vous semblez préoccupé aujourd'hui » lança-t-elle, feignant l'innocence. Gabriel haussa les épaules, un sourire crispé aux lèvres. « Rien de grave, les affaires, comme toujours. » Amélie continua à poser des questions subtiles, cherchant à en apprendre davantage sur ses projets. À un moment donné, Gabriel laissa échapper un détail intéressant. « Je dois bientôt partir pour un voyage d'affaires à Genève. Une réunion importante avec des investisseurs. » Ce simple commentaire alluma une lumière dans l'esprit d'Amélie. Genève était connue pour ses banques et ses comptes offshore. Peut-être que cette réunion était liée à ses activités financières douteuses. Elle transmit immédiatement l'information à Jacques, qui contacta le détective pour enquêter sur ce déplacement. Pendant ce temps, René devenait de plus en plus difficile à localiser. Elle semblait avoir disparu de la circulation, ce qui inquiéta Amélie. Peut-être avait-elle découvert qu'elle était surveillée, ou peut-être Gabriel l'avait-il convaincue de se tenir à l'écart pour éviter d'attirer l'attention. Malgré cela, les efforts d'Amélie et de son équipe commencèrent à porter leurs fruits.
Le détective découvrit que Gabriel avait transféré une somme importante sur un compte lié à une société écran à Genève. Cette société, à son tour, était impliquée dans plusieurs affaires de fraude et de blanchiment d'argent. Amélie sentit un mélange d'excitation et d'appréhension en apprenant cette nouvelle. Les pièces du puzzle s'assemblèrent lentement, mais elle savait que le moment décisif approchait. Un soir, alors qu'elle feuilletait les dossiers accumulés, elle se surprit à sourire. Ce sourire n'était pas celui d'une femme satisfaite, mais celui d'une femme prête à se battre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en contrôle. Cependant, une pensée persistante continuait de la hanter. Pourquoi Gabriel avait-il choisi de revenir dans sa vie? Avait-il sous-estimé son intelligence? Ou y avait-il une raison plus profonde derrière ses actions? Ces questions restaient sans réponse, mais Amélie savait qu'elle les découvrirait tôt ou tard. Pour l'instant, elle devait rester concentrée sur son objectif. Exposer Gabriel et René au grand jour, peu importe le prix, le vent doux de la Riviera soufflait sur les terrasses de la villa lorsque Gabriel arriva pour une nouvelle visite. Amélie, vêtue d'un tailleur crème impeccable, l'attendait près de l'entrée principale, sous son calme apparent. Son esprit était en ébullition. Chaque visite avec Gabriel était une épreuve de contrôle. Un duel silencieux, où elle jouait le rôle de la courtière professionnelle, tout en cherchant à percer ses secrets. Cette fois, elle avait préparé une stratégie. Elle voulait tester ses réactions, voir jusqu'où il pouvait aller pour maintenir son mensonge. « Bonjour, monsieur Beaumont », dit-elle avec un sourire maîtrisé. Gabriel, comme toujours, était impeccable. Son costume parfaitement ajusté et son parfum discret mais distinct faisaient de lui l'image même du charme et du succès. Madame Dubois, toujours un plaisir. Cette villa devient de plus en plus attrayante à chaque visite. Ils commencèrent le tour de la propriété et Amélie guida Gabriel à travers les vastes pièces inondées de lumière. Cependant, cette fois, elle laissa subtilement des allusions qui pourraient le déstabiliser. « Vous savez, cette villa me rappelle une maison que j'ai connue autrefois. Un endroit où j'ai passé de nombreux moments heureux, » dit-elle en entrant dans la salle à manger. Elle appartenait à une personne très spéciale. Gabriel jeta un coup d'œil rapide dans sa direction, mais son expression resta neutre. « Ah oui, et que s'est-il passé avec cette maison ?» demanda-t-il avec une curiosité feinte. Amélie haussa légèrement les épaules. Jouant l'indifférence, elle a disparu, tout comme la personne qui y vivait. Le silence qui suivit fut lourd, mais Gabriel, fidèle à lui-même, changea habilement de sujet, vantant les qualités de la cuisine moderne et de la vue sur la mer. Amélie, cependant, n'était pas prête à abandonner, alors qu'il se dirigeait vers la terrasse. Elle sortit une photo de Philippe de sa poche et la posa sur la table en verre. « Cette ville-là me fait penser à lui », murmura-t-elle. Gabriel s'arrêta net, ses yeux se posèrent sur la photo, et pendant un instant, une émotion indéfinissable passa sur son visage. Était-ce de la surprise, de la culpabilité? Amélie ne pouvait en être certaine, mais elle savait qu'elle avait touché une corde sensible. « Qui est-ce » demanda-t-il, feignant l'ignorance. Amélie le regarda droit dans les yeux. « Mon mari, Philippe Moreau. » Le silence qui suivit fut glacial. Gabriel sembla hésiter, mais il retrouva rapidement son aplomb. « Je suis désolée pour votre perte, Madame Dubois. Cela a dû être difficile pour vous. » Amélie sentit une bouffée de colère monter en elle, mais elle la maîtrisa. « Oui, ça l'a été, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de penser qu'il y a des choses que je ne sais toujours pas, des secrets qui refont surface. » Gabriel croisa ses bras, adoptant une posture défensive. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que parfois, les morts ne restent pas là où ils devraient être, » répondit-elle avec un regard perçant. Gabriel ne répondit pas immédiatement. Son visage était un masque d'impassibilité, mais Amélie savait qu'elle avait semé le doute. Lorsqu'il quitta la villa plus tard, elle sentit qu'elle s'approchait de la vérité, mais elle ignorait encore comment la révéler entièrement. Cette confrontation réveilla des souvenirs en elle. Ce soir-là, chez elle, Amélie ouvrit un carnet où elle avait écrit des pensées et des souvenirs après la mort de Philippe. Les premières pages étaient remplies de douleurs brutes, des phrases inachevées où les mots semblaient se battre pour exprimer l'indicible, mais au fil des pages, elle retrouvait aussi des moments heureux, des éclats de rire et des promesses d'un avenir qu'il n'avait jamais eu la chance de construire. Elle tomba sur une lettre qu'elle avait écrite, mais jamais envoyée, une lettre pour Philippe,
où elle lui parlait de tout ce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de dire. En la relisant, les larmes montèrent, mais cette fois, elle n'était pas seulement le reflet de la douleur. Elle portait aussi la force qu'elle avait construite au fil des années. Jacques l'appela tard dans la soirée, interrompant ses pensées. « Amélie, j'ai quelque chose. Le détective a suivi Gabriel à Genève. Il a rencontré un groupe de personnes dans un hôtel de luxe. Et il y a des photos. Cela pourrait être le lien que nous cherchions. » Amélie sentit son cœur s'emballer. Quel genre de personnes? Des financiers et un homme connu pour ses activités criminelles? Si nous pouvons prouver qu'ils travaillent ensemble, cela pourrait suffire pour l'accuser de fraude ou pire. Amélie remercia Jacques, sentant une nouvelle vague de détermination la traverser. Elle savait que chaque pièce du puzzle les rapprochait de la vérité. Mais elle ne pouvait ignorer un fait troublant. Gabriel semblait toujours être un pas devant eux. Elle passa le reste de la nuit à réfléchir à la meilleure façon d'utiliser ces nouvelles informations. Elle savait que le moment viendrait où elle devrait confronter Gabriel une dernière fois. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Les jours suivants furent marqués par une intense activité. Amélie et Jacques travaillaient d'arrache-pied, rassemblant chaque pièce d'information que le détective leur fournissait. L'étau semblait se resserrer autour de Gabriel, mais cela n'apportait pas à Amélie le soulagement qu'elle espérait. Au contraire, une étrange anxiété grandissait en elle, comme si une menace invisible pesait sur ses épaules. Un matin, alors qu'elle consultait des documents dans son bureau, le téléphone sonna. C'était Jacques. « Amélie, tu devrais venir chez moi. J'ai quelque chose à te montrer. » Amélie n'attendit pas une seconde de plus. Elle sauta dans sa voiture et se rendit chez son amie. Lorsqu'elle entra, elle trouva Jacques assis à sa table, un regard grave sur le visage. Devant lui, une série de photos et de documents était étalée. « Regarde ça !» dit-il en lui tendant une feuille. Amélie examina le document. Il s'agissait d'un contrat signé par Gabriel et René. Daté de plusieurs années en arrière, ce contrat liait leur société fictive à une opération de détournement de fonds massive qui coïncidait étrangement avec la période où Philippe avait supposément trouvé la mort. C'est la preuve que Gabriel et René travaillaient ensemble bien avant sa disparition. « Yi !» murmura Amélie, les doigts crispés sur la feuille. Jacques hocha la tête. « Et regarde ceci. » Il lui montra une photo récente prise à Genève. Sur l'image, Gabriel discutait avec un homme identifié comme un criminel notoire, impliqué dans des réseaux de blanchiment d'argent. Cela pourrait suffire pour déclencher une enquête officielle, déclara Jacques. Amélie sentit une bouffée d'espoir mêlée d'appréhension. Elle tenait enfin des preuves solides, mais cela signifiait également qu'elle devrait affronter Gabriel de manière frontale. Alors qu'ils discutèrent de la marche à suivre, Jacques reçut un appel du détective. Sa voix était plus pressante que d'habitude. « Monsieur Lefebvre, je crois que Gabriel soupçonne quelque chose. Il a annulé plusieurs rendez-vous récemment et semble prendre des précautions supplémentaires. » Amélie sentit une vague de panique monter en elle. Si Gabriel devinait qu'il était surveillé, il pourrait disparaître avant qu'il n'ait la chance d'agir. « Nous devons accélérer les choses, Jacques. Je ne peux pas le laisser s'en tirer encore une fois, » déclara-t-elle avec détermination. Jacques acquiesça. « Très bien. Je vais préparer un dossier complet pour les autorités. Mais en attendant, continue à jouer ton rôle. Nous avons besoin qu'il reste ici le plus longtemps possible. » Amélie détestait cette idée, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Lorsqu'elle rencontra Gabriel pour une nouvelle visite de la villa, elle masqua sa nervosité derrière son sourire professionnel. Gabriel, cependant, semblait plus méfiant que jamais. Ses réponses étaient courtes, et il évitait de croiser son regard. À un moment donné, alors qu'ils traversèrent le salon, il s'arrêta brusquement. « Vous semblez préoccupée, Madame Dubois. Quelque chose vous tracasse ?» Amélie se força à rire. « Pas du tout. Pourquoi cette question ?» Gabriel haussa légèrement les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « Disons simplement que je suis bon pour détecter les tensions chez les gens. » Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il jouait à un jeu dangereux, mais elle refusait de céder à ses provocations. « Alors vous devriez peut-être envisager une carrière dans la psychologie, monsieur Beaumont, » répondit-elle avec un sourire poli. La visite se poursuivit sans incident. Mais Amélie savait qu'il était sur ses gardes. Lorsqu'il quitta la villa, elle se permit enfin de relâcher la tension qui s'était accumulée en elle. Le soir même, Jacques l'appela pour lui annoncer qu'il avait finalisé le dossier destiné aux autorités. « Tout est prêt,
Nous avons assez de preuves pour ouvrir une enquête. Demain, je déposerai le dossier personnellement. » Amélie sentit une vague de soulagement, mais aussi une étrange mélancolie. L'idée de voir Gabriel, ou Philippe, confrontés à ces actes, éveillait des émotions contradictoires en elle. Cependant, un événement inattendu bouleversa leurs plans. Le lendemain matin, Amélie reçut un message anonyme. « Arrêtez ce que vous faites, ou vous le regretterez. » Elle montra immédiatement le message à Jacques, dont le visage s'assombrit. Cela confirme qu'il sait que nous sommes sur sa piste, mais cela ne change rien. Nous devons continuer. Amélie, bien que secouée, refusa de céder à la peur. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité. Mais ce soir-là, seule dans son appartement, elle sentit le poids de la situation peser sur elle. Elle sortit une vieille photo d'elle et de Philippe, prise lors de leur premier voyage ensemble. Ils souriaient, insouciants, ignorant tout du chaos que leur avenir leur réservait. Elle serra la photo contre elle, murmurant doucement « Je découvrirai ce que tu as fait, et cette fois, tu ne t'en sortiras pas. » Amélie se tenait devant le miroir de son salon, ajustant son collier en or avec une minutie inhabituelle. Ce soir-là, elle devait assister à une réception exclusive, organisée dans une propriété somptueuse de la Riviera, un événement qui réunirait l'élite financière et immobilière. Elle savait que Gabriel y serait, et ce serait l'occasion idéale de mettre son plan à exécution. Jacques avait déposé le dossier aux autorités dans la matinée. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre leur intervention. Mais Amélie voulait s'assurer que Gabriel n'aurait aucune échappatoire. Elle s'était arrangée pour que le détective privé se rende également à l'événement, prêt à documenter tout ce qui pourrait corroborer les accusations. En arrivant sur les lieux, Amélie fut immédiatement frappée par l'opulence du décor. Des colonnes en marbre, des lustres étincelants, et une vue imprenable sur la mer faisèrent de cette soirée un spectacle éblouissant. Les invités, vêtus de tenues élégantes, circulaient avec des coupes de champagne à la main, échangeant des rires et des murmures complices. Elle repéra Gabriel au bout de quelques minutes. Fidèle à son habitude, il semblait parfaitement à l'aise, discutant avec un groupe de partenaires potentiels. Amélie s'approcha lentement, prenant soin de masquer la tension qui bouillonnait en elle. « Monsieur Beaumont ?» l'interpella-t-elle avec un sourire poli. Gabriel se retourna, visiblement surpris de la voir. Pendant une fraction de seconde, elle crut déceler une ombre de méfiance dans son regard, mais il retrouva rapidement son air charmant. « Madame Dubois, quelle surprise agréable. Vous profitez de la soirée. »« Absolument. C'est une merveilleuse occasion de rencontrer des personnes influentes, » répondit-elle, son ton calculé. Ils échangèrent quelques banalités, avant qu'Amélie ne lâche une remarque destinée à tester ses réactions. « Les affaires doivent être florissantes pour vous. D'ailleurs, j'ai entendu parler de certains de vos récents investissements à Genève. Fascinant, vraiment. » Gabriel esquissa un sourire crispé. « Oh, Genève est un marché intéressant, en effet. Mais je préfère ne pas trop en parler ici. Vous savez comment sont les affaires. » Amélie nota sa tentative d'esquive, mais elle n'insista pas. Elle savait que chaque mot qu'il prononçait serait analysé plus tard, pendant le reste de la soirée. Elle observa Gabriel de loin. Notant ses interactions avec d'autres invités, il semblait particulièrement proche d'un homme d'affaires russe, dont le nom figurait également dans le dossier de Jacques. Amélie se rapprocha discrètement du détective, qui se tenait près du bar. « Vous voyez cet homme avec Gabriel ?» murmura-t-elle. Le détective hocha la tête. « Oui, c'est un financier connu pour ses activités douteuses. C'est intéressant qu'ils soient ici ensemble. Cela renforce le lien avec le blanchiment d'argent. » Amélie sentit une bouffée d'adrénaline. Tout semblait se mettre en place. Peu avant minuit, un mouvement dans la foule attira son attention. Un groupe d'hommes en costume sombre venait d'entrer dans la salle, leur présence imposant immédiatement le silence. Les autorités étaient arrivées. Amélie chercha Jacques du regard et le trouva près de l'entrée, en train de discuter avec un officier. Leur plan se déroulait exactement comme prévu. Les agents s'approchèrent de Gabriel, qui discutait encore avec son groupe, lorsqu'ils annoncèrent qu'il était en état d'arrestation pour fraude, blanchiment d'argent et association criminelle. Un murmure stupéfait parcourut la foule. Gabriel, d'abord figé par la surprise, tenta de garder son calme. « C'est une erreur, messieurs. Je suis un homme d'affaires respectable. Vous n'avez aucune preuve contre moi. » Mais les agents restèrent inflexibles. Ils lui présentèrent un mandat,
tandis que Jacques et Amélie se tenaient à distance. Observant la scène, Renée, qui était également présente, tenta de s'éclipser discrètement. Mais elle fut rapidement interceptée par un autre groupe d'agents. Amélie ne put s'empêcher de ressentir une satisfaction amère en voyant son ancienne rivale prise au piège. Alors que Gabriel était menotté, il croisa le regard d'Amélie. Son expression changea, passant de l'arrogance à une fureur contenue. Il comprit alors qu'elle était derrière tout cela. « Vous avez fait une grave erreur, Amélie », lança-t-il d'une voix froide. Mais Amélie ne baissa pas les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. « Non, Gabriel, la seule erreur ici, c'est la vôtre. » Alors que les agents l'emmenaient, Amélie sentit un poids s'envoler de ses épaules. Elle savait que cette victoire ne réparerait pas toutes les blessures du passé, mais elle marquait un tournant. Elle avait enfin repris le contrôle de sa vie. La soirée se termina dans un mélange de chocs et de murmures parmi les invités. Mais Amélie n'y prêta plus attention. Elle quitta la réception aux côtés de Jacques, le regard tourné vers l'horizon. « C'est fini », murmura-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. Jacques posa une main sur son épaule. « Non, Amélie, ce n'est que le début de ta liberté. » Amélie se réveilla le lendemain dans une chambre baignée de lumière, mais pour la première fois depuis des années, un poids semblait avoir disparu de sa poitrine. Gabriel et Renée étaient désormais entre les mains des autorités, et leur empire de tromperie s'effondrait. Pourtant, une part d'elle restait sur ses gardes. Elle savait que ce genre de personne n'abandonnait jamais sans lutter. En descendant dans sa cuisine, elle trouva un message de Jacques sur son téléphone. « Nous avons un rendez-vous avec le procureur cet après-midi. Ils veulent finaliser les détails avant le procès. Je passe te chercher à 14 heures. » Amélie répondit rapidement avant de se préparer. Elle s'habilla avec soin, choisissant une tenue qui reflétait sa force retrouvée. Un tailleur bleu marine, simple mais élégant. Elle voulait montrer qu'elle n'était plus la femme vulnérable que Gabriel avait manipulée. À l'heure prévue, Jacques arriva et la conduisit au tribunal, dans la salle de réunion. Le procureur les accueillit avec un sourire rassurant. « Vos efforts ont été cruciaux pour monter ce dossier. Grâce à vous, nous avons des preuves solides. Cependant, je dois vous prévenir que Gabriel Moreau, ou plutôt Gabriel Beaumont, prépare déjà sa défense. » Amélie haussa un sourcil. Quelle défense pourrait-il avoir? Tout est là, noir sur blanc. Le procureur hocha la tête. Oui, mais il affirme que certaines des transactions financières ont été manipulées par ses partenaires, et il se positionne comme une victime. C'est une stratégie classique, mais efficace, si nous ne restons pas vigilants. Cette révélation irrita Amélie, mais elle garda son calme. Elle savait que Gabriel était passé maître dans l'art de détourner la vérité. Après la réunion, elle et Jacques sortirent du tribunal, en marchant vers la voiture. Jacques posa une main sur son bras. « Amélie, tu sais que ce ne sera pas facile. Il va se battre. Et cela pourrait devenir personnel. » Amélie inspira profondément. « Je suis prête, Jacques. Je l'ai déjà perdu une fois. Je ne le laisserai pas me voler ma dignité une seconde fois. » Quelques jours plus tard, Amélie reçut un appel inattendu. C'était Renée. Sa voix, bien que calme, portait une tension palpable. « Amélie, je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Mais nous devons parler. » Amélie hésita. Chaque fibre de son être lui disait de raccrocher, mais sa curiosité l'emporta. « Pourquoi voudrais-je parler à quelqu'un qui m'a trahi et aidé Gabriel à me détruire ?» Renée soupira. « Parce que je peux t'aider. Il t'a fait beaucoup de mal, mais crois-moi, il ne s'arrêtera pas là. Gabriel a des plans, même en prison. Si tu veux vraiment l'arrêter, nous devons travailler ensemble. » Le ton de Renée semblait sincère, mais Amélie savait qu'elle devait rester prudente. « Très bien, je t'écoute. » Renée expliqua qu'elle avait des informations supplémentaires sur les activités illégales de Gabriel, y compris des preuves qu'il préparait une fuite avec l'aide de complices encore en liberté. Ces révélations glacèrent Amélie, mais elles ne la surprirent pas. « Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda-t-elle, méfiante. « Parce que je suis fatiguée de vivre dans son ombre, et parce que je sais que si je l'aide encore, il finira par me détruire aussi, » répondit Renée avec une honnêteté brutale. Amélie accepta de rencontrer Renée sous certaines conditions. Elle informa Jacques, qui insista pour être présent. Le rendez-vous eut lieu dans un café discret à l'extérieur de Nice. Renée, vêtue simplement, semblait différente de la femme sophistiquée qu'Amélie avait connue. Elle avait l'air épuisée, presque fragile. « Voici tout ce que j'ai, » dit-elle en tendant une clé USB.
Des enregistrements, des contrats et même des copies de ses communications avec ses complices. Si tu utilises cela, il ne pourra plus nier ses crimes. Amélie saisit la clé avec précaution. Et toi, qu'est-ce que tu veux en échange? René baissa les yeux. Rien. Je veux juste qu'il paie pour ce qu'il a fait. À toi, à moi, à tout le monde. Malgré ses réserves, Amélie sentit une certaine sincérité dans les paroles de René. Elle remercia la femme et partit avec Jacques pour analyser les nouvelles preuves. Ce qu'ils découvrirent confirmait les dires de René. Les enregistrements montraient Gabriel donnant des ordres explicites pour détourner des fonds et manipuler des témoins potentiels. Ces preuves, si elles étaient présentées au tribunal, renforceraient considérablement le dossier contre lui. Amélie sentit une satisfaction froide en regardant ces vidéos. Chaque mot de Gabriel était une pierre supplémentaire à poser sur le mur de justice qu'elle construisait. Cependant, elle savait que cette bataille n'était pas encore terminée. Gabriel était rusé et dangereux, et elle devait rester vigilante. « Nous avons ce qu'il faut pour l'arrêter définitivement », déclara Jacques en fermant son ordinateur. Amélie hocha la tête, déterminée. « Alors, utilisons-le. Je ne reculerai pas. » Amélie observait la clé USB posée sur la table devant elle, comme si cet objet contenait à lui seul tout le poids de son passé et de son avenir. Les preuves qu'elle avait obtenues de René étaient accablantes. Chaque document, chaque enregistrement renforçait la réalité brutale qu'elle avait acceptée. Gabriel n'avait jamais été l'homme qu'elle croyait connaître. Jacques s'entra dans la pièce, tenant une tasse de café qu'il posa devant elle. « Tu sembles ailleurs », dit-il doucement. Amélie hocha la tête. « C'est juste. Savoir qu'il a tout orchestré. Que rien de ce que nous avions n'était vrai, ça fait mal. Mais en même temps, ça me libère. » Jacques s'assit en face d'elle. « Tu as parcouru un long chemin, Amélie. Ce que tu fais maintenant, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toutes les personnes qu'il a utilisées et détruites. » Ces mots résonnèrent en elle. Ils lui rappelèrent au pourquoi elle s'était engagée dans cette bataille. Gabriel devait être tenu responsable de ses actes, non seulement pour ce qu'il lui avait fait, mais pour toutes les vies qu'il avait manipulées au fil des années. Le lendemain, Jacques se rendit au bureau du procureur avec les nouvelles preuves. Pendant ce temps, Amélie se concentra sur son travail, cherchant à maintenir une apparence de normalité, mais chaque appel téléphonique, chaque email, semblait être un rappel constant de la tempête qui approchait. En fin d'après-midi, Jacques l'appela depuis le tribunal. « Les preuves sont acceptées. Avec tout ce que nous avons maintenant, le procès sera solide. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Amélie sentit une tension dans sa voix. « Quoi donc ? » ?»« Gabriel a demandé une audience spéciale. Il veut te parler directement. » Amélie resta un moment silencieuse, surprise par cette demande. Pourquoi Gabriel voudrait-il la voir ? Était-ce une tentative de manipulation ? Ou avait-il quelque chose d'important à lui dire ? « Tu n'es pas obligé d'accepter, » ajouta Jacques. Mais Amélie secoua la tête. « Non, je vais y aller. S'il pense qu'il peut encore me manipuler, il se trompe. » Le jour de l'audience, Amélie entra dans la petite salle de réunion du tribunal, où Gabriel l'attendait. Il portait une chemise blanche, simple mais impeccable, et malgré les circonstances, il conservait cette aura de confiance qui avait autrefois capté son attention. « Amélie », dit-il en se levant, un sourire presque nostalgique sur les lèvres. Elle croisa les bras, le regard froid. « Je suis là parce que je veux entendre ce que tu as à dire, mais ne pense pas une seconde que cela changera quoi que ce soit. » Gabriel sembla légèrement déstabilisé, mais il retrouva vite son calme. « Très bien. Je voulais simplement m'expliquer. Tout ce que j'ai fait, c'était pour survivre. Les dettes, les menaces. Je n'avais pas le choix. » Amélie éclata d'un rire amer. « Pas le choix. Tu avais le choix, Gabriel. Tu aurais pu demander de l'aide, être honnête. Mais au lieu de ça, tu as simulé ta mort et détruit ma vie. Ne joue pas la victime. » Gabriel baissa les yeux. Mais il continua. « Tu ne comprends pas à quel point c'était dangereux. Ces gens que je devais de l'argent, ils m'auraient tué. Et toi aussi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour nous deux. » Les mots résonnèrent dans la pièce. Mais Amélie n'y voyait qu'un écran de fumée. « Et René ?» demanda-t-elle sèchement. « Était-ce pour survivre que tu as commencé une nouvelle vie avec elle, tout en construisant ton empire sur des mensonges et des crimes ?» Gabriel ne répondit pas immédiatement. Son silence en disait long. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit-il finalement. « Je sais que c'est impossible. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant que c'était la seule solution. » Amélie le fixa.
les mâchoires serrées. Elle sentit une vague de tristesse l'envahir, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour elle-même, pour la femme qu'elle avait été, celle qui avait cru en lui et sacrifié tant de choses pour un mensonge. Elle se leva lentement, le regard toujours rivé sur lui. « Tu peux dire ce que tu veux, Gabriel, mais la vérité, c'est que tu as fait un choix, et ce choix t'a mené ici, alors assume-le. » Sans attendre de réponse, elle quitta la salle, la tête haute. Cette confrontation, bien que douloureuse, lui apporta une certaine clarté. Gabriel n'était plus qu'un étranger, et elle refusait de laisser ses manipulations la toucher à nouveau. De retour chez elle, Amélie se permit un moment de solitude. Elle s'assit sur son canapé, une tasse de thé chaud entre les mains, et laissa les souvenirs l'envahir une dernière fois. Cette fois, cependant, il n'avait plus le pouvoir de la blesser. Elle savait qu'un nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer, et pour la première fois, elle se sentait prête à avancer sans regarder en arrière. Dans les jours qui suivirent sa confrontation avec Gabriel, Amélie se concentra sur l'essentiel. Préparer le procès, Jacques et l'équipe légale travaillaient sans relâche pour s'assurer que chaque détail du dossier soit irréfutable. Malgré cela, un sentiment d'incertitude persistait. Elle savait que Gabriel n'était pas du genre à rester passif face à l'adversité. Amélie reçut un appel inattendu de Renée. La voix de cette dernière était tendue, presque paniquée. « Amélie, il faut qu'on parle. Gabriel prépare quelque chose. » Amélie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il utilise ses contacts pour essayer de discréditer les preuves. Et il a encore des complices dehors. Ils feront tout pour éviter qu'il soit condamné. » Les paroles de Renée confirmèrent les craintes d'Amélie. Gabriel jouait ses dernières cartes, et elle devait se tenir prête. Quelques heures plus tard, Jacques et Amélie se réunirent pour analyser les implications de cet avertissement. Si Renée dit vrai, cela signifie que nous devons protéger nos témoins et sécuriser les preuves. « Je vais demander une mesure de protection supplémentaire », déclara Jacques en consultant ses notes. « Et s'il tente de manipuler le juge ou d'intimider les témoins ?» demanda Amélie, inquiète. Jacques la regarda avec gravité. « Alors nous devrons être encore plus vigilants. Nous avons un avantage. Nous savons comment il opère. » Malgré les mesures prises, la tension monta lorsque des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles professionnels d'Amélie. Certains insinuèrent qu'elle avait orchestré cette affaire pour des raisons personnelles, cherchant à ruiner Gabriel par vengeance, bien qu'elle sachait que ces rumeurs venaient probablement de lui. Elles l'affectèrent profondément. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une longue journée, elle trouva une enveloppe anonyme glissée sous sa porte. À l'intérieur, un document prétendument compromettant la liait à une fraude immobilière fictive. Amélie sentit la colère monter en elle. Elle appela immédiatement Jacques. « Il essaie de me discréditer, Jacques. Regarde ce que j'ai reçu. » Jacques passa en revue le document et secoua la tête. C'est évident que c'est une fabrication, mais ce genre de tactique peut semer le doute si nous ne réagissons pas rapidement. Ils décidèrent de confronter cette attaque en restant transparents. Jacques contacta les autorités pour signaler la tentative d'intimidation, tandis qu'Amélie informait ses contacts professionnels de la situation. Cette stratégie porta ses fruits. Les rumeurs s'éteignirent aussi vite qu'elles avaient commencé. Cependant, Gabriel ne s'arrêta pas là, depuis sa cellule. Il continuait de manœuvrer à distance. Jacques découvrit qu'il avait engagé un avocat connu pour ses tactiques agressives et sa capacité à exploiter les failles des systèmes judiciaires. Cet avocat est un véritable requin, expliqua Jacques lors d'une réunion avec Amélie. Il va essayer de faire passer Gabriel pour une victime des circonstances. Amélie serra les dents. Peu importe, la vérité est de notre côté, et je suis prête à la défendre. Le jour de la première audience, la salle du tribunal était pleine à craquer. Journalistes, curieux et proches des parties impliquées remplissèrent les bancs, chacun attendant avec impatience le début du procès. Amélie, assise au premier rang aux côtés de Jacques, sentit son cœur battre plus fort en voyant Gabriel entrer. Il portait un costume sombre et affichait un calme apparent, mais elle pouvait lire la tension dans ses gestes. L'audience commença par une présentation des accusations. Le procureur, confiant et méthodique, exposa les preuves principales contre Gabriel, les transactions frauduleuses, les documents falsifiés et les témoignages de complices, y compris Renée, peignaient un tableau accablant. L'avocat de Gabriel, cependant, ne perdit pas de temps à riposter. Il s'efforça de semer le doute, remettant en question la fiabilité des preuves et suggérant que certaines d'entre elles avaient été obtenues illégalement.
Mon client est un homme d'affaires prospère qui a été ciblé par des rivaux jaloux. Ces accusations ne sont rien d'autre qu'une tentative de le détruire, déclara-t-il d'une voix assurée. Amélie sentit une vague de frustration monter en elle. Elle savait que Gabriel exploitait sa réputation et son charme pour influencer le tribunal, mais elle refusa de laisser cette tactique l'atteindre. Lors d'une pause, Jacques se tourna vers elle. « Ne laisse pas leurs mots t'affecter. Ce n'est qu'un jeu de pouvoir. Reste concentrée sur ce qui est important. » Amélie hocha la tête. « Je ne le laisserai pas gagner. » Lorsque l'audience reprit, le procureur appela René à la barre, bien qu'elle fût nerveuse. Son témoignage fut clair et précis. Elle décrivit en détail les plans de Gabriel, les manipulations qu'il avait orchestrées et les dégâts causés par ses actions. Le témoignage de René fut un moment clé. La salle devint silencieuse, alors qu'elle révélait la vérité derrière les apparences soigneusement entretenues par Gabriel. À la fin de la journée, Amélie sentit une lueur d'espoir. Le mur que Gabriel avait construit autour de lui montrait enfin des fissures. Elle savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois, elle voyait une véritable possibilité de justice. Alors qu'elle quittait le tribunal, Jacques posa une main sur son épaule. Aujourd'hui, c'était une victoire. Même si elle est petite, reste forte, Amélie. Elle acquiesça. Le regard tourné vers l'horizon, je ne faiblirai pas cette fois. Le jour approchait, Amélie sentait la tension monter, alors que le procès progressait, chaque audience exposait un peu plus les stratagèmes de Gabriel, mais elle savait que l'homme n'avait pas encore abattu toutes ses cartes. C'est dans ce contexte déjà chargé qu'une invitation inattendue arriva, une réception, organisée par un influent homme d'affaires, se tiendrait dans une somptueuse villa de la Riviera. Bien que ce genre d'événement fût habituel dans son cercle professionnel, Amélie ne pouvait s'empêcher de se demander si cette soirée n'était pas liée, d'une manière ou d'une autre, à Gabriel. « Tu comptes y aller ?» demanda Jacques en lisant l'invitation sur son bureau. Amélie hocha la tête. « Oui, si Gabriel a encore des alliés, ils seront là. Et si je veux anticiper ses mouvements, je dois rester visible. » Jacques approuva à contre-cœur. « Alors, nous devons être prudents. Je vais demander au détective de t'accompagner discrètement. » Le soir de la réception, Amélie enfila une robe noire élégante qui mettait en valeur sa silhouette sans attirer une attention excessive. Elle voulait se fondre dans la foule tout en observant chaque détail. En arrivant sur place, elle fut éblouie par le faste de la villa, un véritable palais moderne, illuminé par des lustres en cristal et entouré de jardins luxuriants. Les invités, vêtus de tenues de gala, échangèrent des rires et des discussions animées. Amélie se mêla à eux, gardant un sourire courtois, tout en scrutant la salle. Très vite, elle remarqua des visages familiers, des partenaires d'affaires de Gabriel, des personnes dont les noms apparaissaient dans les dossiers de l'enquête. Elle sentit une main légère sur son épaule et se retourna pour voir René, vêtu d'une robe rouge saisissante. « Je suis surprise de te voir ici », murmura René, un sourire énigmatique aux lèvres. Amélie haussa un sourcil. « Toi, en revanche, ça ne m'étonne pas. Gabriel a toujours compté sur toi pour couvrir ses arrières. » René esquissa un sourire amer. « Pas cette fois. Je suis ici pour observer, tout comme toi. Certains de ces hommes feraient tout pour le tirer d'affaire. » Les deux femmes échangèrent un regard qui, bien que méfiant, portait une lueur de compréhension mutuelle. Amélie savait que René avait tout à perdre si Gabriel s'en sortait, ce qui la rendait, pour le moment, un allié improbable. Alors qu'elle parlait, un mouvement attira leur attention. L'un des associés de Gabriel, un homme nommé Victor Ivanov, se dirigea vers un groupe rassemblé près du bar. Amélie reconnut immédiatement son nom dans les dossiers, un financier aux activités douteuses, impliqué dans plusieurs montages financiers de Gabriel. « C'est lui qu'il faut surveiller », murmura René. Amélie acquiesça et s'approcha discrètement du groupe. Ivanov parlait d'une voix forte, vantant ses récents succès et ses projets futurs, mais lorsqu'il mentionna une opportunité en suspens, Amélie sut qu'il faisait allusion à Gabriel. « Tout sera réglé bientôt », dit-il à ses interlocuteurs. « Il suffit d'un peu de patience. » Amélie se tourna légèrement pour capter davantage de la conversation. Mais elle fut interrompue par un serveur qui lui tendit une coupe de champagne. Elle le remercia distraitement, tout en essayant de conserver son air détendu. René, quant à elle, resta en retrait, observant chaque interaction avec une précision calculée. Lorsque le groupe d'Ivanov se dispersa, elle rejoignit Amélie.
Ce qu'il a dit confirme ce que je craignais. Ils attendent le moment opportun pour intervenir. » Amélie sentit une bouffée de colère monter en elle. Gabriel, même en prison, continuait de tirer les ficelles, utilisant ses alliés pour échapper à la justice. Pendant le reste de la soirée, Amélie resta vigilante. Elle parla à plusieurs invités, notant leurs réactions lorsqu'elle mentionnait Gabriel ou les rumeurs qui circulaient autour de lui. Bien que certains se montrent évasifs, d'autres semblaient plus que disposés à défendre son nom, renforçant l'idée qu'il avait encore des soutiens puissants. Alors que la réception touchait à sa fin, Amélie trouva un moment pour appeler Jacques et lui rapporter ce qu'elle avait observé. « Ivanov et ses associés sont clairement impliqués, » dit-elle à voix basse. « Ils préparent quelque chose, et nous devons agir vite. » Jacques l'écouta attentivement, avant de répondre. « Je vais contacter le procureur dès demain. S'ils prévoient une manœuvre pour influencer le procès, nous devons les arrêter avant qu'ils n'aient une chance d'agir. » En raccrochant, Amélie sentit un mélange de frustration et de détermination. Cette soirée, bien qu'éclairante, avait également montré à quel point Gabriel était prêt à tout pour échapper à ses responsabilités. Avant de quitter la villa, elle jeta un dernier regard à la foule rassemblée. Chaque visage lui rappelait que le monde dans lequel elle évoluait était rempli de jeux de pouvoir et de manipulation, mais elle refusa de se laisser intimider. En rentrant chez elle, elle s'assit devant son bureau et ouvrit un carnet où elle notait ses pensées. Elle écrivit simplement « Ils peuvent essayer de le protéger, mais la vérité finira toujours par triompher. » Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une sensation étrange d'anticipation. Les événements de la réception de la veille résonnaient encore dans son esprit. Elle savait que Gabriel continuait de tisser sa toile depuis sa cellule et que ses alliés, comme Ivanov, tentaient d'influencer l'issue du procès. Après un rapide petit déjeuner, elle rejoignit Jacques dans son bureau. Il avait passé la nuit à analyser les informations qu'elle avait recueillies et semblait fatigué, mais déterminé. « Amélie, j'ai parlé au procureur ce matin. Ils vont renforcer la sécurité des témoins et surveiller les communications d'Ivanov et de ses associés, mais cela ne suffira pas. Nous devons exposer publiquement ces manigances. » Amélie fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Jacques lui tendit un journal. En première page, un article spéculait sur les connexions de Gabriel avec des figures influentes du milieu des affaires, bien que vagues. L'article laissait entendre que le procès pourrait être biaisé. Si nous restons silencieux, ils contrôleront le récit. Nous devons contre-attaquer, montrer que Gabriel n'est pas une victime, mais un manipulateur. Amélie acquiesça lentement. Elle comprenait l'importance de prendre le contrôle de la narration, mais elle savait aussi que cela signifierait attirer encore plus d'attention sur elle-même. « Très bien, » dit-elle finalement, « mais faisons-le intelligemment. Si nous exposons tout trop tôt, il pourrait se retourner contre nous. » Ils décidèrent de planifier une interview exclusive avec un journaliste respecté. Quelqu'un qui pourrait présenter les faits de manière objective tout en mettant en lumière les véritables enjeux du procès. Jacques contacta une journaliste nommée Claire Vallon, connue pour son intégrité et sa capacité à aborder des sujets complexes avec clarté. 2 jours plus tard, Amélie rencontra Claire dans un studio sobre mais professionnel. Elle se sentait nerveuse à l'idée de parler devant une caméra, mais la présence rassurante de Jacques à ses côtés l'aida à garder son calme. L'interview débuta par des questions générales sur son travail et sa carrière. Mais rapidement, Claire aborda le sujet principal. « Madame Dubois, beaucoup de gens se demandent pourquoi vous êtes aussi impliquée dans cette affaire. Certains disent que c'est une vendetta personnelle. Que répondez-vous à cela ?» Amélie inspira profondément avant de répondre. « Ce n'est pas une vendetta. C'est une question de justice. Gabriel Moreau, ou Gabriel Beaumont, a détruit des vies avec ses manipulations et ses fraudes. Ce procès n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qu'il a trompées. » Claire hocha la tête, visiblement impressionnée par la clarté de sa réponse. « Certains pensent que son charme et son succès pourraient influencer l'issue du procès. Qu'en pensez-vous » Amélie esquissa un sourire amer. Le charme et le succès ne devraient jamais être des excuses pour échapper à la justice. Ce procès est une occasion de prouver que personne n'est au-dessus des lois, peu importe son pouvoir ou son influence. L'interview continua, et Amélie sentit une vague de soulagement en voyant que Claire abordait les faits avec professionnalisme, sans chercher à sensationnaliser l'affaire. À la fin de l'enregistrement, la journaliste la remercia chaleureusement. « Vous avez été courageuse de parler ouvertement. Cela fera réfléchir beaucoup de gens. » L'interview fut diffusée le soir même,
et suscita une réaction immédiate. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains applaudissant le courage d'Amélie, d'autres critiquant son implication personnelle. Mais malgré les opinions divergentes, une chose était claire. L'attention publique se tournait désormais vers Gabriel et ses alliés. Quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle audience, l'atmosphère dans la salle du tribunal était plus tendue que jamais. Les révélations de l'interview avaient mis une pression supplémentaire sur Gabriel, dont l'équipe légale semblait plus nerveuse que d'habitude. Amélie, assise aux côtés de Jacques, observait chaque mouvement, chaque mot. Le procureur présenta de nouvelles preuves tirées des communications d'Ivanov, exposant ses tentatives d'intimider des témoins et de manipuler des documents. Gabriel, qui jusque-là avait affiché une confiance imperturbable, montra pour la première fois des signes de frustration. Il murmura quelque chose à son avocat, qui sembla hésiter avant de se lever pour objecter, mais l'objection fut rapidement rejetée par le juge. À un moment donné, Gabriel tourna la tête vers Amélie, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, elle ne vit plus l'homme charmant qu'elle avait autrefois aimé, mais un étranger acculé, prêt à tout pour se sauver. Lorsque l'audience prit fin pour la journée, les journalistes se précipitèrent vers Amélie, cherchant à obtenir une déclaration. Elle se contenta de répéter ce qu'elle avait dit à Claire. « Ce procès est une question de justice, pas de vengeance. Je crois en la vérité, et je sais qu'elle triomphera. » De retour chez elle, Amélie s'assit devant son bureau, épuisée mais déterminée. Le face-à-face public qu'elle avait affronté l'avait renforcée. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle était prête à continuer à se battre, pour elle-même et pour tous ceux qui avaient souffert à cause de Gabriel. Les semaines passèrent, et le procès de Gabriel atteignit son apogée. La tension dans la salle du tribunal était palpable, alors que le procureur dévoilait les dernières preuves. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement, exposant l'ampleur des manipulations et des crimes de Gabriel. Amélie, assise au premier rang aux côtés de Jacques, écoutait avec attention. Elle avait attendu ce moment pendant des années. Voir Gabriel confronté à ses actes lui apportait une étrange combinaison de satisfaction et de douleur. Ce jour-là, le témoin principal appelé à la barre était René. Sa présence dans la salle attira tous les regards. Vêtue d'un tailleur sobre, elle semblait calme, mais Amélie remarqua la nervosité dans ses gestes. Le procureur commença par des questions générales, établissant le rôle de René dans les opérations de Gabriel, mais très vite, les interrogations se firent plus précises. « Madame Lemoine, pouvez-vous confirmer que vous avez participé à la gestion des comptes offshore de Monsieur Moreau ?» René hocha la tête. « Oui, c'est exact. » Le murmure qui parcourut la salle fut rapidement interrompu par le juge. « Et pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez décidé de coopérer avec les autorités ?» Continua le procureur. René inspira profondément avant de répondre. « Parce que j'ai compris que tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Gabriel ne se soucie de personne. Il m'a utilisé, comme il a utilisé tout le monde. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Amélie sentit une vague de compassion pour cette femme qui, malgré ses erreurs, cherchait maintenant à corriger ses torts. L'avocat de Gabriel, cependant, ne tarda pas à réagir. Lors du contre-interrogatoire, il tenta de discréditer René en soulignant son implication dans les crimes. « Madame Lemoine, comment pouvons-nous être sûrs que vous dites la vérité alors que vous avez activement participé à ces fraudes ?» René le regarda droit dans les yeux. « Parce que je n'ai plus rien à perdre. Gabriel m'a tout pris, et c'est ma façon de commencer à réparer les dégâts. » Cette réponse, bien que simple, eut un impact considérable. La salle sembla suspendue à ces paroles. Et même Gabriel, assis à la table de la défense, montra des signes d'agitation. Après son témoignage, René passa devant Amélie en quittant la barre. Leurs regards se croisèrent, et un moment de compréhension silencieuse passa entre elles. Le lendemain, ce fut au tour du procureur de présenter une preuve finale. Il s'agissait d'un enregistrement audio obtenu grâce aux documents fournis par René. La voix de Gabrielle était claire et reconnaissable. Peu importe ce qu'il faut faire, assurez-vous qu'elle ne découvre rien. Si quelqu'un pose des questions, détournez-les. Le silence dans la salle fut assourdissant. Ce simple extrait détruisait toute tentative de Gabrielle de se faire passer pour une victime. L'avocat de Gabriel se leva immédiatement pour objecter, mais le juge autorisa la diffusion de l'enregistrement en entier. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, les manipulations de Gabriel devenaient impossibles à nier. Quand l'enregistrement s'arrêta,
Tous les regards se tournèrent vers lui. Pour la première fois depuis le début du procès, il sembla perdre son sang-froid. Il se pencha vers son avocat, chuchotant furieusement, mais il était clair que même lui comprenait que la situation lui échappait. Le procureur conclut sa plaidoirie avec force. Rappelant au tribunal l'impact des actions de Gabriel sur les vies qu'il avait brisées, ce procès n'est pas seulement une question de justice, c'est une question de vérité. Et la vérité est que Gabriel Moreau a construit un empire sur des mensonges, au détriment de ceux qui lui faisaient confiance. Lorsqu'il fut temps pour Gabriel de témoigner, sa stratégie changea. Il adopta un ton humble, essayant de jouer sur la sympathie du jury. « Je reconnais mes erreurs, » dit-il, « mais je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. J'ai agi sous pression, dans des circonstances que je ne pouvais contrôler. » Amélie sentit sa mâchoire se serrer. Chaque mot sonnait faux. Elle savait que c'était une dernière tentative pour manipuler l'opinion. Le contre-interrogatoire fut cependant impitoyable. Le procureur mit en lumière ses contradictions et ses mensonges, forçant Gabriel à admettre plusieurs vérités qu'il avait tenté de dissimuler. À la fin de cette journée intense, Amélie quitta le tribunal avec un mélange d'émotions. La vérité était enfin exposée. Mais elle savait que le verdict final dépendrait encore du jury. De retour chez elle, elle s'assit sur son canapé, contemplant les événements récents. Elle sortit une photo de Philippe, un souvenir d'une époque où elle croyait encore en leur bonheur. Cette fois, cependant, elle ne ressentit ni douleur ni regret, seulement une paix intérieure, la certitude qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour tourner la page. Elle murmura doucement, comme pour elle-même. Le masque est tombé, Gabriel, et cette fois tu ne pourras plus te cacher. Le jour du verdict était enfin arrivé. Amélie se réveilla avec une boule au ventre, consciente que cette journée marquerait la fin d'une longue bataille. En se préparant, elle fixa son reflet dans le miroir, cherchant à y trouver la force qu'elle avait cultivée tout au long de cette épreuve. Jacques arriva pour la chercher en fin de matinée. En montant dans la voiture, elle remarqua son air grave, mais il lui offrit un sourire encourageant. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Amélie, souviens-toi de tout ce que tu as accompli. Tu as affronté Gabriel, exposé ses mensonges, peu importe le résultat. Tu peux être fière de toi. » Elle hocha la tête, bien que ses pensées soient déjà tournées vers le tribunal. Lorsque le jury entra dans la salle, le silence devint presque assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur eux, attendant de connaître leur décision. Amélie, assise au premier rang, fixait leur visage, cherchant des indices sur ce qu'ils allaient annoncer. Le juge demanda au président du jury de se lever et de lire le verdict. Concernant les accusations de fraude financière, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs, nous déclarons l'accusé, Gabriel Moreau, coupable. Un murmure parcourut la salle. Amélie sentit une vague de soulagement la submerger, mais elle resta immobile, refusant de laisser paraître trop d'émotion. Elle savait que ce n'était pas encore terminé. Le président continua. Concernant les circonstances atténuantes invoquées par la défense, nous avons conclu qu'elles ne suffisent pas à diminuer la gravité des crimes commis. À ces mots, le visage de Gabriel perdit toute couleur. Pour la première fois, il semblait véritablement réaliser que son avenir venait de s'écrouler. Le juge, après avoir remercié le jury, prit la parole pour annoncer la sentence. « Monsieur Moreau, vos actes ont causé un tort considérable à de nombreuses personnes, et votre manque de remords ne fait qu'aggraver votre cas. Vous êtes condamné à 10 ans de réclusion criminelle, assorti d'une confiscation totale de vos biens acquis illégalement. » Cette déclaration fut suivie d'un silence pesant. Interrompue seulement par les murmures des journalistes et des spectateurs présents, Amélie se sentit presque paralysée par l'intensité du moment. C'était fini. Gabriel était enfin confronté aux conséquences de ses actes, alors qu'il était escorté hors de la salle par les agents de sécurité. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Gabriel tenta de maintenir une expression impassible, mais Amélie vit quelque chose dans ses yeux, une peur qu'il ne pouvait plus dissimuler. Jacques posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est terminé, Amélie, tu as gagné. » Elle hocha la tête, mais une partie d'elle avait encore du mal à croire que ce chapitre de sa vie était enfin clos. À la sortie du tribunal, une foule de journalistes attendait pour obtenir des réactions. Amélie, bien que fatiguée, accepta de répondre brièvement. Ce procès n'a jamais été une question de vengeance. C'était une question de justice. Aujourd'hui, je peux enfin tourner la page, en sachant que la vérité a triomphé. Les questions fusèrent, mais Jacques intervint rapidement pour la conduire hors de la mêlée.
On a donné assez d'interviews. Tu mérites un peu de calme maintenant, dit-il avec un sourire, de retour chez elle. Amélie ressentit un mélange de soulagement et de vide. Pendant des années, sa vie avait été centrée sur cette quête de vérité. Maintenant qu'elle l'avait obtenue, elle se demandait ce qui allait suivre. Elle s'assit sur son canapé, un verre de vin à la main, et contempla les documents et les photos qu'elle avait conservés comme preuve. Lentement, elle les rangea dans une boîte, qu'elle scella avec soin, avant de la déposer dans un coin de son bureau. C'était sa manière de dire adieu à ce passé douloureux, de se libérer du poids qu'elle avait porté si longtemps. Le lendemain, elle reçut un appel inattendu de René. « Je voulais te remercier », dit cette dernière, sa voix teintée d'émotion. « Sans toi, je n'aurais jamais eu la force de témoigner. » Amélie resta silencieuse un moment avant de répondre. « Ce que tu as fait a demandé du courage, René. J'espère que tu trouveras aussi un moyen de tourner la page. » En raccrochant, elle sentit une étrange sérénité l'envahir. Elle ne pardonnerait jamais complètement à René, mais elle comprenait que cette femme portait également ses propres cicatrices. Plus tard dans la journée, Jacques la rejoignit pour un déjeuner en terrasse. Ils discutèrent de tout sauf du procès, savourant enfin un moment de légèreté. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-il. Amélie réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas encore, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre de choisir. » Jacques leva son verre en souriant. « À ta liberté, Amélie, et à tout ce qui t'attend. » Amélie trinqua avec lui, un sourire sincère sur les lèvres. Elle ne savait pas où l'amènerait cette nouvelle étape de sa vie, mais une chose était certaine. Elle était prête à avancer, à laisser le passé derrière elle, et à embrasser l'avenir avec courage et espoir. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le verdict. La vie d'Amélie avait repris son cours, mais elle n'était plus la même femme qu'au début de cette bataille, libérée du poids de son passé. Elle avait décidé de redéfinir sa vie, de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, sa propre paix intérieure et les nouveaux horizons qui s'offraient à elle. Un matin, elle se réveilla tôt. Attirée par la lumière douce de l'aube qui baignait son appartement, elle ouvrit les fenêtres, laissant entrer une brise fraîche et apaisante. Le chant des oiseaux et les premières lueurs du soleil semblaient être une promesse d'un nouveau départ. Elle s'installa à son bureau, où une feuille blanche et un stylo l'attendaient. Après quelques instants d'hésitation, elle commença à écrire une lettre. Ce n'était pas une lettre destinée à quelqu'un d'autre, mais à elle-même, une façon de réfléchir sur tout ce qu'elle avait traversé et d'exprimer ce qu'elle n'avait jamais osé dire. « Chère Amélie, » commença-t-elle, « tu as été brisée, trahie, mais jamais détruite. Pendant des années, tu as porté un poids qui n'était pas le tien, et tu as permis à la douleur de te définir. Mais aujourd'hui, tu es différente. Tu as trouvé la force de te relever, de faire face à la vérité, même quand elle était insupportable. Et maintenant, tu es libre, libre de vivre pour toi-même, libre d'aimer à nouveau, libre de rêver sans limite. » Elle posa son stylo, un sourire léger aux lèvres. Écrire ces mots lui apporta une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Plus tard dans la journée, elle rencontra Jacques dans un petit café qu'il fréquentait souvent. Il l'accueillit avec son habituel sourire bienveillant. « Alors, Amélie, as-tu décidé ce que tu veux faire ensuite ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse de café fumant. Elle hocha la tête. « Oui, j'ai réfléchi. Je veux voyager, voir des endroits que je n'ai jamais vus, rencontrer des gens, m'éloigner de tout ce que je connais. » Jacques sourit. « Ça te fera du bien, mais promets-moi de rester en contact. Je veux des cartes postales de chaque endroit où tu iras. » Amélie rit doucement. « Je te le promets. » Après leur conversation, elle se sentit plus légère, comme si chaque décision qu'elle prenait l'éloignait un peu plus des ombres du passé. De retour chez elle, elle commença à planifier son voyage. Elle feuilleta des brochures, regarda des cartes, et s'imagina déambulant dans les rues pavées de petites villes italiennes, explorant des marchés colorés en Asie, ou marchant le long de plages isolées. Le jour de son départ, elle se tint un moment sur le seuil de son appartement, regardant autour d'elle. Cet endroit avait été son refuge, mais aussi le témoin de ses luttes. Elle ferma la porte avec une étrange combinaison de nostalgie et d'excitation. Son premier arrêt fut Florence, une ville qu'elle avait toujours rêvé de visiter. En se promenant dans ses ruelles historiques, elle se sentit vivante d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Chaque coin de rue,
Chaque monument semblait lui murmurer des promesses de renouveau. Dans un petit café près du Ponte Vecchio, elle rencontra une femme d'un âge avancé, assise seule avec un carnet de croquis. Intriguée, Amélie s'approcha et engagea la conversation. « Vous dessinez ?» demanda-t-elle, en jetant un coup d'œil au croquis de paysages florentins. La femme sourit. « Oui, depuis des années. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Amélie hésita avant de répondre. « Disons que je suis à la recherche d'un nouveau départ. » La femme hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. « Alors vous êtes au bon endroit. Florence est une ville où l'on peut toujours recommencer, où l'on peut trouver de la beauté même dans les ruines. » Ces mots résonnèrent profondément en Amélie. Elle passa l'après-midi à discuter avec cette femme, apprenant non seulement à apprécier l'art de dessiner, mais aussi à voir la vie sous un nouveau prisme. Au fil des semaines, son voyage l'emmena dans des lieux encore plus éloignés. Elle gravit des montagnes, navigua sur des rivières calmes et rencontra des personnes dont les histoires enrichirent la sienne. Chaque expérience, chaque interaction, était une brique dans la construction de la nouvelle Amélie. Un jour, alors qu'elle se trouvait sur une plage déserte en Grèce, elle réalisa à quel point elle avait changé. La femme qui s'était battue contre Gabriel, celle qui avait souffert et douté, semblait maintenant appartenir à une autre vie. Elle ramassa un coquillage sur le sable et le serra dans sa main. Ce simple geste, dans sa simplicité, symbolisait tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait transformé sa douleur en force, sa colère en paix et ses blessures en leçons. En regardant l'horizon, elle se permit un sourire. La vie n'était pas parfaite, mais elle était belle dans son imperfection. Et pour Amélie, cela suffisait.